TVT au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour le 20h de ce samedi. Au sommaire, les 10 mesures pour faire face à la cherté de la vie au Togo annoncées hier par le chef de l'État, Faure Eswazimna Gnassingbé. Ces mesures vont notamment de l'augmentation de valeur indiciaire des salaires et pensions de retraite à des dotations pour subventionner le gaz domestique. Retour une fois encore sur ces mesures dès le début de ce journal. Réunion de concertation des acteurs de la plateforme de réduction des risques de catastrophe de la région des Savanes. Une rencontre pour réactualiser le plan régional de contingence multi-risques de la région. Également dans cette édition, le Soudan qui s'inspire du système d'élevage togolais. En la matière, le pays est plutôt bon élève. Il s'agit du système de traçabilité des animaux au Togo. Et puis, c'est la fête à Akoumapé, dans la préfecture de Vaud. Les filles et fils du milieu célèbrent leur fête traditionnelle, Diaouzan, la 50e édition. Le Premier ministre Victoire Tombega Dobé a pris part à la cérémonie apothéose. Nous irons à Akoumapé en fin d'édition. Voilà pour les titres. Bienvenue. C'est Noël avant l'heure. Le président de la République, Faure Eswazimna Gnassingbé, a pris ce vendredi une dizaine de mesures dans le but de soutenir les fonctionnaires togolais face à la cherté actuelle de la vie. Ces mesures ont été annoncées par le ministre de l'Économie et des Finances, Sani Yaya. Mesures qui vont notamment de l'augmentation de la valeur indiciaire des salaires et pensions de retraite à des dotations pour subventionner le gaz domestique. Revenons une fois encore sur ces mesures qui donnent du baume au cœur des fonctionnaires togolais avec Gerson Deveau. En tout, 10 mesures fortes vont en guerre contre la vie chère et la faiblesse du pouvoir d'achat des Togolais. Et d'abord, les salaires et les pensions de retraite. Augmentation de 10% de la valeur indiciaire des salaires et des pensions de retraite. Revalorisation additionnelle de 5% de la pension de retraite pour tous les retraités du secteur public et privé. Toujours pour soutenir les fonctionnaires, le président Faure Gnassingbé offre une enveloppe pour le transport. Indemnité mensuelle de transport de 10 000 francs CFA à titre exceptionnel pour chaque fonctionnaire de l'État. Annuler les 8 mois restants de l'avance sur salaire octroyée aux fonctionnaires en janvier 2022. Le compteur remis à zéro pour permettre aux Togolais de mieux faire face aux dépenses de la rentrée scolaire. Et ce n'est pas tout. Transfert monétaire direct au profit des parents d'élèves pour l'achat des fournitures scolaires. Subvention de 2,5 milliards de francs CFA pour l'acquisition des manuels d'écriture et de lecture pour les élèves de l'enseignement primaire. Pour l'essence à la pompe et la bonbonne de gaz, le chef de l'État casse là aussi la tirelire pour soulager les consommateurs et les ménages. Dotation additionnelle de la subvention aux produits pétroliers de 30 milliards de francs CFA pour la porter à 37,8 milliards de francs CFA afin de poursuivre le soutien de l'État à la flambée des prix des produits pétroliers. Dotation additionnelle de la subvention au gaz domestique de 7,7 milliards de francs CFA pour la porter à 9,3 milliards de francs CFA afin de continuer à soutenir les ménages. Pas du tout oublier les paysans et les producteurs agricoles. Augmentation de la subvention pour les engrais de 6 milliards de francs CFA pour la porter à 7,5 milliards de francs CFA afin de permettre de stabiliser les prix tout au long de la campagne 2021-2022 au profit de nos agriculteurs. Entreprises et secteurs privés ne sont pas en reste.
poursuite de l'application des mesures fiscales prises en faveur du secteur privé dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Concerné aussi par les 10 mesures fortes qui annoncent par ailleurs une revalorisation prochaine du SMIG. Des mesures surtout d'application immédiate. De quoi remettre le sourire dans les visages et redonner de l'ardeur au travail. Une exhortation du chef de l'État. L'autre titre de ce journal, la réunion de concertation des acteurs de la plateforme de réduction des risques de catastrophe de la région des Savanes. Séance de travail délocalisée à Kara. Ils vont ensemble se concerter afin d'actualiser le plan de contingence multirisque de la région. Nestor Mouzou. Les participants, que sont les chefs des services déconcentrés de l'État, les représentants des ONG et associations, ainsi que les représentants des institutions internationales, examinent et analysent le contenu du plan régional de contingence des Savanes afin de l'adapter aux réalités et aux besoins actuels. Ils se familiarisent aussi avec la méthodologie d'évaluation rapide humanitaire et renforcent leurs capacités sur le mécanisme de collecte des données en situation d'urgence. Comme chaque région a ses spécificités, le gouvernement a décidé qu'on puisse doter chaque région d'un plan régional de contingence. C'est dans ce sens que la région des Savanes a été dotée d'un plan régional de contingence depuis 2021. Donc, à l'élaboration, les risques de dépendance n'étaient pas pris en compte. Aujourd'hui, nous comprenons tous que la menace est réelle. Donc, il est normal qu'on puisse actualiser ce document pour prendre en compte ces risques. La planification consistera à déterminer les actions et les moyens à mettre en œuvre pour une meilleure préparation et réponse aux éventuelles situations. La rencontre a été l'occasion pour l'OIM, Organisation internationale pour la migration, de souligner la nécessité pour elle d'accompagner le Togo pour faire face à l'extrémisme violent et au déplacement massif des communautés. Comme les frontières sont menacées par des extrémismes violents, maintenant l'OIM, pour assurer cette immigration-là, accompagne le gouvernement pour assurer la sécurité au niveau des frontières. Et que nous appuyons dans beaucoup d'aspects, construction des postes frontaliers, équiper le gouvernement avec l'équipement de sécurité, de patrouille, et aussi justement appuyer cette activité d'adapter les plans de contingence pour que les activités prioritaires soient connues. Le préfet de Tone, Douti Yendoukoua Timbiadjo, intervenant au nom de ses collègues de la région des Savanes, s'est félicité de la tenue de cette réunion pour la révision du plan régional de contingence, réunion qui selon lui est venue à point nommé eu égard à l'environnement actuel caractérisé par la montée du terrorisme et les prévisions météorologiques qui indiquent un risque de débordement des cours d'eau. À propos toujours de la région des Savanes, retenez que la Commission nationale de lutte contre la circulation, la prolifération et le trafic illicite des armes légères et de petit calibre est à Dapaon. Les populations de cette localité ont été exhortées à rendre les armes en leur possession pour garantir la paix et la sécurité. Une tournée à travers le pays dans le contexte du mois de l'amnistie. Gérard Lagoudou. Si l'ambition de l'Union africaine depuis 2017 est de faire taire les armes dans le continent, le Togo n'y est pas allé par 4 chemins. Pour atteindre cet objectif, une tournée de la Commission nationale de lutte contre la prolifération, la circulation et le trafic illicite des armes légères et de petit calibre s'impose aux acteurs concernés. Préfets, conseillers municipaux, chefs traditionnels, leaders religieux, organisations de la société civile et forces de défense et de sécurité observent ici à Dapaon le mois de l'amnistie de l'Union africaine. Vous aurez des modules sur le concept de l'amnistie des armes, sur le concept de la police de proximité et sur l'éducation à la paix. Mais fondant sur vos différents profils, je demeure convaincu qu'au terme de cet atelier, vous serez capable de mener les activités liées à la collecte, à la régulation des armes et de mettre en œuvre les principes et aspects de la police de proximité ainsi qu'à l'éducation à la paix dans vos différentes localités.
L'appel est donc lancé et chaque acteur compte s'investir davantage pour mieux répondre aux exigences de l'heure en vue de préserver la paix, la sécurité, la stabilité et surtout la cohésion sociale dans la région des Savanes. Nous rassurons les uns et les autres qu'il n'y a pas de poursuite, qu'il n'y a pas de crainte à venir volontairement rendre une arme. Au contraire, c'est une contribution personnelle à la coproduction de la sécurité. Compte tenu de la situation, il n'est pas permis à n'importe qui de tenir une arme chez soi. Nous avons beaucoup à faire la sensibilisation au niveau de nos congrégations chrétiennes. Que ce soit dans les mosquées, dans nos prêches, au niveau des mariages, au niveau des cérémonies religieuses, où nous avons des attroupements de gens, on va toujours évoquer ce côté-là pour que vraiment les gens comprennent qu'il est l'heure de faire en sorte que le civil ne soit pas en possession d'armes. À l'ouverture de la rencontre, le préfet de Tone, Djouti Ndoukoua Timbianja, a mis un accent particulier sur la franche collaboration civilo-militaire pour mener à bien cette mission qui vise à favoriser le vivre ensemble avant d'appeler les participants à une meilleure appropriation des thèmes retenus. Les présents travaux ont reçu l'accompagnement du Bureau des affaires de désarmement auprès de l'Organisation des Nations Unies, la Commission de l'Union africaine et le Centre régional sur les armes légères dans les pays des Grands Lacs et leurs partenaires. Tout autre chose, la concertation technique du réseau régional de prévention et de gestion des crises alimentaires. Les travaux ont pris fin à Lomé et des recommandations ont été formulées pour l'atteinte des résultats escomptés. Ulrich Amega. Pour la campagne agricole en cours en Afrique de l'Ouest et du Sahel, les prévisions de production céréalière se situent entre 71 et 78 millions de tonnes, soit une progression de 7%. Quant à la production des racines et tubercules, elle se situerait entre 191 millions et 207 millions de tonnes, soit une hausse de 3 à 9%. Des prévisions nettement meilleures par rapport à la moyenne sur les 5 dernières années. Nous avons identifié seulement quelques poches qui sont localisées dans la boucle de l'Iptako-Gourma partagée par le Burkina Faso, le Mali et le Niger, un peu dans le nord, le centre-nord du Sénégal, et un peu dans le nord-est du Nigeria. La situation a pu évoluer positivement en fin août 2022 pour aboutir à une situation proche de la normale, excédentaire dans la plupart des zones des pays qui ont présenté la situation. En dépit de ces tendances assez optimistes, les acteurs ont relevé des zones de déficit de production agricole engendrées par plusieurs facteurs. Des recommandations s'imposent. Veiller à maintenir la vigilance sur la veille informationnelle, notamment pour bien alerter les décideurs en termes de risques des inondations du fait de perspectives pluviométriques pour le mois de septembre et d'octobre qui risqueraient d'engendrer des débordements des cours d'eau. De prendre les dispositions pour préparer la campagne irriguée pour la période de la saison 2023, notamment par la mise en place des semences, des engrais et des autres petits matériels de façon à booster la culture irriguée dans toutes les zones et à travers tous les pays. Les pays membres du réseau régional de prévention et de gestion de la crise alimentaire se donnent rendez-vous en novembre 2022 à Ouaga pour une évaluation complète de la campagne. Le secteur de l'élevage se développe de plus en plus au Togo. Un nouveau système a été mis en place. Il s'agit du système d'identification et de traçabilité des animaux. Un système qui permettra de respecter les normes internationales en matière de santé animale et de sécurité alimentaire. Le Soudan est actuellement au Togo pour l'expérimenter et l'implanter chez lui. Elia Gbanyadaou. Vétérinaires et experts en élevage venus du Soudan expérimentent depuis 15 jours le système d'identification et de traçabilité des animaux mis en place par le Togo depuis 2015. Un système qui consiste à recenser et à attribuer un numéro à l'animal, le suivre depuis sa ferme jusqu'à l'abattoir. Tout pour assumer la sécurité de la viande. En faisant l'identification animale, en passant le niveau analogique pour passer au niveau numérique, on règle déjà le problème de la propriété d'un animal appartenant à un individu. Parce que l'animal est identifié, il appartiendra à un propriétaire.
Aujourd'hui, sur le plan épidémiologique, il y a beaucoup de pathologies qui minent le développement de l'élevage des pays africains. Et sans l'identification animale, il est impossible de mettre en place un système de suivi zoosanitaire. Nous avons plusieurs applications. Une première application va segmenter le pays. Cette application va attribuer des codes à chacune de ces divisions administratives. Et à partir de cette répartition de codes, dès que le vétérinaire va rentrer dans un élevage, le code d'élevage va être implémenté directement en tenant compte de la position GPS du troupeau. And I'm very, very impressed of the way. J'ai été très impressionné par ce que j'ai vu sur le terrain. Je voudrais que ce système-là soit mis également en place au Soudan, surtout la partie électronique qui nous a été présentée. L'Union africaine va apporter son appui au Togo et au Soudan pour la généralisation de la mise en œuvre du système. Le Togo a proposé un projet pilote sur l'identification des animaux dans la région de Savane que l'Union africaine a voulu bien financer. Et aujourd'hui, avec pour objectif qu'à partir du cas du Togo, ce système soit étendu. Nous sommes ici avec le Soudan pour exporter l'expérience togolaise en Afrique de l'Ouest. C'est le Bureau interafricain des ressources animales qui a eu à financer un projet pilote d'identification des animaux pour pouvoir rendre opérationnel notre système de conduite des animaux, et ceci pour en faire un cas d'école. Et ceci, ça rentre logiquement dans la feuille de route gouvernementale. Nous en sommes encore à la phase pilote de ce projet. Il devra s'étendre à terme à tous les pays de l'Afrique. Partons tout de suite pour le Sénégal où, pour la première fois depuis 2019, le pays a de nouveau un Premier ministre. Amadou Ba a été nommé ce samedi par le président Macky Sall, plus d'un mois après des élections législatives où le camp présidentiel est arrivé largement en tête. Les Guinéens, eux, tiennent enfin la date du procès longtemps attendu du massacre de 2009 au stade de Conakry. Il va débuter le 28 septembre, 13 ans jour pour jour après cet événement qui a marqué l'histoire récente du pays avec plus de 150 morts et 100 viols selon l'ONU. Du 28 septembre 2022, 13 ans, jour pour jour, après le massacre de 2009 au stade de Conakry. La date du procès de cet événement tragique vient d'être fixée au 28 septembre. Une bonne nouvelle pour les familles des victimes qui attendent depuis plusieurs années d'obtenir justice. Je remercie du fait que le ministre a accepté de donner la date du 28 septembre pour donner l'occasion aux partenaires de venir participer à l'ouverture du procès. Et quand je parle des partenaires, surtout le cas de la Cour pénale internationale, le nouveau procureur qui voudrait venir assister à l'ouverture. Nous sommes vraiment très satisfaits. Il était temps qu'on arrive à ce procès. Le 28 septembre 2009, des militaires avaient tué au moins 150 personnes et violé une centaine de femmes dans le stade où étaient rassemblés des milliers d'opposants à la candidature à la présidentielle du chef de la junte, Moussa Dadis Camara. Le gouvernement d'Alpha Condé, arrivé un an après le drame, s'était engagé à ce qu'il y ait un procès. L'instruction judiciaire s'est achevée en 2017 avec le renvoi d'une douzaine de prévenus devant un tribunal, dont Moussa Dadis Camara. Mais le procès n'a jamais eu lieu jusqu'à présent. Mamadi Doumbouya, qui est à la tête du pays, avait demandé mi-juillet l'ouverture du procès avant la date anniversaire du massacre. D'autres individus dans le collimateur de la justice togolaise de présumés malfrats accusés de vol à main armée à l'encontre des couples dont les épouses ou compagnes sont soumises à des viols collectifs. Les faits nous sont relatés ici par le commandant de la brigade de recherche et d'investigation de la police nationale, Manglwe Karbou. Propos recueillis par Solange Amandé. 2021 jusqu'à ce jour, les services de police et de gendarmerie ont enregistré plusieurs actes de vol aggravés. Il s'agit des vols à main armée
commis au préjudice de couples dont les épouses ou compagnes sont souvent soumises à des actes de violence. Ces malfaiteurs, souvent au nombre de 3 ou 4, se déplacent à bord de véhicules, portent des cagoules et sont armés de 2 à 3 pistolets automatiques. Les intéressés ont toujours en leur possession des fils et des câbles électriques dont ils se servent pour ligoter leurs victimes avant de commettre leur forfait. L'enquête ouverte et diligentée par la brigade de recherche et d'investigation de la Direction générale de la police nationale nous a amené le 12 septembre 2022 vers 23 h à l'interpellation de ces 2 individus à Tokouin-Witi alors qu'ils s'apprêtaient à commettre un autre braquage. Sur place, ils étaient au nombre de 3, tous positionnés face à la station Cap-Witi, l'un à bord d'un véhicule immatriculé 7290 BF, le second sur une moto immatriculée 1324 DL et une troisième personne un peu à distance qui a malheureusement réussi à s'enfuir. Il s'agit pour les 2 des nommés Blé Baya Alphonse, de nationalité ivoirienne. Il est arrivé à Lomé accompagné d'un certain Lat Barthélemy Lebin, alias Lémi, lui aussi un autre Ivoirien avec pour objectif principal de commettre des vols à main armée et des cambriolages. Le second, nommé Amédéniator Améwanou Yannick, alias Dieudonné, de nationalité togolaise, les fouilles effectuées dans leur véhicule et les perquisitions de leur domicile ont permis de découvrir des armes et objets ci-après. 2 pistolets automatiques de marque Beretta et Z Millennium, tous les 2 de fabrication sud-africaine, un chargeur garni de 5 cartouches de 9 mm, une machette, des marteaux, burins, pieds de biche, tenailles, tournevis, 2 cagoules et plusieurs effets vestimentaires de couleur noire dont ils se servent souvent pour faire croire à leurs victimes qu'ils sont des agents des forces de l'ordre en tenue noire. Le 26 juillet 2022, un couple togolo-américain en vacances à Lomé, au quartier Gbodjomé, a été surpris dans leur villa vers 2 h du matin. Les malfaiteurs que voici ont tiré une balle de 9 mm sur la jambe de l'homme et alors que ce dernier gémissait dans un bain de sang, ils ont commis un viol collectif sur sa compagne. Ils ont ensuite emporté une somme de 12 975 $, 2 ordinateurs portables de marque MacBook, plusieurs téléphones de marque iPhone, des bijoux et des bracelets en or. Ce cas particulièrement a occupé les réseaux sociaux avec malheureusement plusieurs préjugés. Selon plusieurs internautes, cet acte odieux serait un crime politique commis par des agents des forces de sécurité et de défense togolais. Interrogé sur les faits, le binôme interpellé que voici a reconnu être auteur de cet acte odieux et a précisé que le viol a été commis par Blé Bailly Alphonse et Lat Barthélemy en fuite. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous demandons à la population de faire preuve le plus souvent de patience vis-à-vis des services d'enquête en ces circonstances. Plus loin, le 22 mai 2022 à Baguida, ils ont fait irruption par effraction dans une résidence privée où ils ont emporté 700 000 francs, plusieurs téléphones portables, des téléviseurs écran plasma. Pour finir leur sale besogne, ces malfaiteurs ont violé une mineure de 16 ans. Au cours des investigations, plusieurs victimes ont été invitées et entendues. Ce fut un grand soulagement lors de la présentation des suspects aux femmes victimes de ces viols, puisque celles-ci les ont reconnus formellement. Concernant le troisième braqueur qui a réussi à s'enfuir, Interpol a été saisi et les recherches se poursuivent en vue de l'interpeller. Ces malfaiteurs seront présentés
au procureur de la République pour répondre de leurs actes. Nous saisissons encore une fois cette occasion pour inviter les populations à œuvrer davantage aux côtés des forces de sécurité par leur apport en renseignement en vue de permettre de démasquer tous ces malfaiteurs. Il vous en souvient, la création des centres de développement du sport au Togo en 2011, des centres installés à Palimé pour les moins de 15 ans et à Bassar pour les seniors. En vue de permettre à ces structures de bien fonctionner, le gouvernement a décidé la construction des infrastructures adéquates. Madame le Premier ministre Victoire Tomega Dobé, en marge du séminaire gouvernemental, a visité le centre de Palimé en construction. Yves Agbevivi. Bloc administratif, dortoir, infirmerie et restaurant entre autres. Voici le CDS, Centre de développement du sport de Palimé. Il se déploie sur une dizaine d'hectares à Zomaï, localité qu'il abrite depuis sa création en 2011. Aujourd'hui, il est question de son autonomisation par la construction de ses propres infrastructures. Le CDS de Palimé ambitionne de loger ses pensionnaires à cette rentrée scolaire 2023-2024. Le centre existait déjà. Il y a un site où les enfants sont déjà logés, à Zomaï, à Palimé ici. Donc le centre existe déjà et puis est fonctionnel. Donc ici, ce n'est que la redynamisation et puis l'autonomie de ce centre que l'État est en train de mettre en place. Il y aura les terrains de foot, les terrains de sport de main, il y aura la piscine. Nous sommes sûrs que l'année prochaine, 2023-2024, ça serait effectif sur ce site. On a 50 pensionnaires qui vont rester avec nous. À savoir, il y avait 22 qui étaient des anciens. On va prendre encore 28 cette année pour que ça fasse 50. Sur le site, le Premier ministre Victoire Tomega Dobé, à la tête d'une délégation gouvernementale, a pu constater l'effectivité de la construction de certains départements. Une visite en marge du séminaire gouvernemental, un suivi de la mise en œuvre de la vision du chef de l'État en faveur de la jeunesse. Le Premier ministre est venu constater de visu ce qui se fait sur le terrain. Effectivement, il s'agit d'un programme qui incarne la vision du chef de l'État, qui est de mettre donc la jeunesse togolaise au cœur du développement socio-économique de notre pays. Donc ce centre de développement du sport, c'est pour inviter tous les jeunes Togolais, les jeunes talents qui seront détectés, notamment à travers les championnats nationaux scolaires. Ces jeunes talents puissent venir dans ce centre, se parfaire. Et nous l'espérons vraiment qu'à travers la formation qui leur sera donnée ici, que ce soit des formations sur le plan technique, sur le plan footballistique ou autres sports à venir, et également sur le plan pédagogique, académique, que ces enfants seront une fierté pour notre nation. Au CDS de Palimé, les enfants de moins de 15 ans sont formés jusqu'en 3e. À l'obtention du BEPC, étape des cadets, ils sont transférés au CDS de Bassar pour continuer leur formation. Nous l'annoncions en titre, la 50e édition de la fête traditionnelle Djaouzan a connu son apothéose ce samedi à Akoumapé, préfecture de Vaud. Cette fête des prémices est un moment pour rendre grâce à Dieu et se retrouver pour planifier le développement de leur localité. La chef du gouvernement a honoré de sa présence la cérémonie apothéose. Ramdan Bassila. Le peuple d'Akoumapé dans le Vaud offre les produits de la nouvelle récolte à Dieu. Cette fête des prémices, dénommée Djaouzan, est à sa 50e édition. Il faut continuer à s'aimer au quotidien les graines de la cohésion pour récolter le développement. C'est la principale recommandation de ce jubilé d'or. Moment aussi de revivre l'historique de la création d'Akoumapé afin de la transmettre de génération en génération. Dans nos milieux, lorsque vous avez semé et il y a une bonne moisson, il faut dédier, remercier d'abord Dieu de la terre, de la forêt, des eaux et au grand Dieu ces nourritures avant que les enfants ne commencent par consommer. Sans cohésion, il ne peut pas avoir de développement. C'est pourquoi nous, à Akoumapé, nous misons beaucoup sur la cohésion. Actuellement, notre canton est en progrès et c'est grâce à cette cohésion.
La chef du gouvernement, Victoire Toméga Dogbe, a honoré de sa présence ces retrouvailles. Les actions du gouvernement en faveur du canton d'Akoumapé sont significatives. Le comité d'organisation s'attellera à promouvoir cette politique de développement. Enseignants, élèves et plusieurs acteurs de la commune ont été honorés à l'occasion. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Dans un instant, la météo. À suivre le concert party Gbadamassi et sa troupe théâtrale. Juste après, tout est calé avec Kevin et ses invités. L'édition de 22h30 sera présentée par Abidé Nyassimbi. Merci de votre fidélité. Très belle soirée et bon week-end à toutes et à tous.